Il y a des femmes dont l'infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari, écrivait Sacha Guitry dans Elle et toi. Quelques décennies plus tard, il semblerait que l'infidélité menace toujours les couples en France. Et vous, êtes-vous volage? En tout cas, près d'un Français sur deux, 42% donc, affirment avoir déjà été infidèle au cours de sa vie, selon une étude YouGov pour le site de rencontre extra-conjugale Glidden. 42% des Français, soit bien plus qu'en Espagne où il ne serait que 36%, mais moins qu'en Italie, le pays où à la fois on trompe le plus et où on est le moins satisfait sentimentalement et sexuellement. C'est dit. Nous comptons donc parmi les plus infidèles du vieux continent. Alors, question que nous allons nous poser ce matin. À quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage? 52 minutes avec mes deux invités qui sont Raphaël Defoucauld. Bonjour Raphaël. Bonjour Marion. Ravi de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro. Vous qui êtes toujours thérapeute, praticienne en psychologie positive, podcasteuse, sexologue, synergologue, entrepreneur, créateur, etc. Bref, vous êtes célèbre pour votre... alors, le petit dernier, le cahier du couple chez MAM, je pense qu'il cartonne. En tout cas, ce qui cartonne, c'est toujours ces fameuses petites cartes 2 minutes de bonheur. En couple, on se pose dans un canapé et on a 2 minutes pour échanger avec de nouvelles questions, puisqu'il y avait une vieille version et une plus récente à glisser sous le sapin. Comme ça, j'aurais dit en début d'émission. Et nous sommes également en compagnie de l'abbé de la mode. Bonjour Père. Bonjour Marion. Ravi de vous recevoir. C'est même vous qui avez eu l'idée de ce sujet, je le précise quand même pour nos auditeurs. Vous qui êtes curé à Versailles, à Notre-Dame-des-Armées, voilà vous qui accompagnez des centaines de couples, on peut le dire depuis des années. Hein. On en est à des centaines là. Hein. Oui Marion. Je vieillis pas en disant ça va? Bien sûr. N'empêche que c'est vrai. En tout cas, vous qui évidemment, à qui l'on confesse certaines choses, dont une fois qu'on est marié, cette infidélité, depuis Adam et Ève, ça existe l'infidélité. Enfin, presque, si l'on peut dire. Mais bien sûr, parce qu'il y a quelque chose à construire, et ça demande des efforts, ça demande un investissement. Et puis, il faut tenir compte aussi de la faiblesse de l'âme, des hommes, des circonstances, des aléas. Et c'est cela qui est intéressant parce que ça oblige à se positionner, à redéfinir les motifs pour lesquels on s'engage l'un envers l'autre. Ouais. Donc une belle histoire. Ouais, une belle histoire semée d'embûches. Absolument. Raphaël, absolument. on peut dire à tous les coups côté infidélité potentielle ou... Alors ce que je dis souvent, c'est que l'infidélité, c'est un peu l'infarctus du couple. L'infarctus du couple. Alors dans un infarctus, certains s'en remettent très bien après avoir changé leur hygiène de vie et d'autres s'en remettent jamais. Donc, quand j'accompagne des couples qui ont vécu ces moments d'infidélité, c'est ce qu'on va aller travailler. C'est regarder, c'est je pense... un des moments les plus difficiles d'une vie de couple, c'est cette trahison qui est faite. C'est un énorme coup de canif dans le contrat qui est excessivement douloureux. Et l'infidélité, surtout, ce que je trouve important, et aujourd'hui plus que jamais, elle revêt multiples formes. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement l'infidélité physique, mais il y a surtout aujourd'hui, ce que j'entends beaucoup, des infidélités qui sont d'ordre, par exemple, un des deux va sur un site de rencontre pour aller regarder, par exemple. L'autre peut vivre ça comme une infidélité. Un homme qui va regarder de la pornographie. Une femme peut vivre ça comme une infidélité. Des textos un peu olé olé avec un ou une collègue de bureau. Certains le vivent comme des infidélités. Et du coup, c'est important de faire prendre conscience aux deux protagonistes, si je peux le dire, ouais, de justement cette douleur, l'écouter. Parce que celui qui a trompé ou celui qui trompe, les deux souffrent, chacun dans leur manière, mais les deux souffrent. Et donc c'est vraiment, moi, mon travail, quand je travaille l'infidélité, je prends soin de cette souffrance qui est des deux côtés. Et ça, c'est très important. Maintenant, ce que je dis, c'est que après un épisode d'infidélité, si le couple veut continuer à vivre ensemble, c'est très important de ne pas remettre ses vieilles pantoufles. Parce que comme je le disais, c'est un infarctus, donc il y a sans doute une mauvaise hygiène. Et du coup, il y a quelque chose à revoir dans le fonctionnement du couple pour lui permettre, après, de vivre mieux et plus heureux. Ouais, alors d'abord, il n'y a aucun d'entre vous qui a réagi à ce chiffre, 42% des Français. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais... Ça fait partie de la réalité, la triste réalité de la blessure que nous avons dans l'âme. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre de manière un petit peu idéale en se disant, tout peut se passer comme le premier jour où on s'est découvert, où on peut se... Mais il y a l'épreuve du temps...
il y a l'épreuve aussi de la vérité, de ce que nous sommes, je dirais de ces blessures peut-être qu'on a aussi à guérir, et qui est un travail qu'on va pas mener ou qu'on ne va plus mener tout seul, mais à deux. Parce que la vie à deux, c'est pas facile. La vie à deux suppose que justement qu'on soit, je dirais qu'on ait un regard simple. Hein. C'est toujours très drôle de voir et même beau de voir des jeunes quand ils s'aiment, ils se regardent. Et l'infidélité souvent a pour conséquence qu'on n'est plus capable de se regarder. On prend plus le temps de se regarder. Il y a cette belle parole du Christ. La cause ou la conséquence? C'est plutôt, il y a les deux. Il y a les deux, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, si on est capable de se regarder les yeux dans les yeux, c'est parce que on a cette simplicité, on a cet amour où il n'y a pas d'obstacle. Hein. Après, évidemment, l'épreuve de la vie fait qu'il faut construire cet obstacle. Vous parliez de coup de canif tout à l'heure, chère madame, de l'amour. C'est-à-dire que finalement, il y a ces blessures de l'amour, mais qui sont autant d'occasions d'approfondir, autant d'occasions de rechercher un petit peu comment est-ce qu'on peut intensifier, grandir dans cet amour. En tout cas, le constat qu'on fait, qu'on n'est plus capable de se regarder droit dans les yeux, avec cette simplicité, cette limpidité, eh bien, doit amener à une réflexion, je pense. Voilà. Et alors, il faut rappeler que la fidélité, c'est un des piliers du mariage. Justement, j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on dit autour de la question de l'infidélité dans le catéchisme de l'Église catholique? Alors, ce qu'on dit par rapport, on va se baser d'abord, on parlera plus de la fidélité. Et de la fidélité qui sera un petit peu, qui prendra sa mesure et son exemple dans l'alliance, la fidélité de Dieu avec son peuple, la fidélité de Jésus dans son œuvre de rédemption. Et elle se décline par une présence, par un amour, par le don aussi, chaque jour. Je préciserai même le don gratuit. Quand vous regardez par exemple le Seigneur dans la Sainte Eucharistie, dans l'Eucharistie, il se fait tout petit, il se donne. Et il tient compte un petit peu de nos infirmités, voyez. Et ce don appelle une réponse. C'est pas quelque chose de, je dirais, d'unilatéral. Il y a un échange. Dans le... C'est ce que je disais tout à l'heure, on est deux quoi. On est deux protagonistes. On est deux. Et donc finalement, il y a cette recherche du bien de l'autre dans l'amour, dans la fidélité. Il y a aussi cette part d'intimité. Je crois que c'est important d'insister aussi sur cet aspect parce que on est de plus en plus sollicité. Le travail, les amis... mon portable. Tout le jour, toujours. Le portable, ces sollicitations des réseaux sociaux. Donc, recherche des mains de l'autre, l'intimité, la tendresse. Il faut du temps pour se montrer un petit peu, se manifester un petit peu de tendresse. Et puis la stabilité. Dans un monde où les choses changent, où il faut prendre des décisions qui sont rapides. Et justement, l'amour, le don de soi et la fidélité impliquent donc une notion de stabilité. De constance. Alors évidemment, j'ai peut-être une réaction à ce que je viens de dire. Non, moi je trouve ça super intéressant et je partage complètement votre point de vue. Je pense que ce qui est intéressant, le couple, il a besoin de travailler sa fidélité. Et cette fidélité, elle se fait dans le quotidien. Dès le début ou pas? Dès le début, mais très clairement dès le début. La baseline de 2 minutes de bonheur, c'est prendre le temps d'être heureux. S'arrêter. Aujourd'hui, on est surchargé d'informations. Je les vois, ces jeunes couples et tous ces couples, ils sont aujourd'hui 2 à bosser. C'est super d'ailleurs. Mais par contre, où est le temps? Le couple, c'est celui qui passe en dernier. On l'oublie beaucoup trop. Comme si c'était fait, hop, mariage, gling. C'est pas une évidence. Et ça se construit chaque jour. Le couple fait pas de bruit. C'est là, un enfant, quand on s'occupe de lui, il va devenir infernal. Des amis, quand ils trouvent qu'on ne les appelle pas assez, ils vont nous le dire. Le couple ne fait pas de bruit, il ne parle pas et il a besoin de temps. Et ce temps-là, il n'a pas besoin forcément de beaucoup de temps, mais il a besoin de ce temps-là pour justement construire cette fidélité. Et cette fidélité, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est la tendresse, c'est aussi de prendre du temps à deux, c'est se rappeler de ses bons souvenirs, c'est imaginer l'avenir. Et on n'a pas besoin de faire ça pendant 3 heures.
on prend par exemple une petite carte parce que c'est là-dessus enfin moi j'ai exemple, l'habitude de vous pouvez travailler. l'ouvrir votre petit Bien jeu là. sûr. Ça m'intrigue. Et d'ailleurs, je pourrais raconter une petite coulisse du jeu. Oui. Alors, je me souviens du must de nos dernières vacances. Ah ouais. Donc voilà, on va aller raconter. J'ai aimé prendre l'apéro avec toi, ou j'ai aimé la balade qu'on a faite tous les deux, main dans la main. Voilà. Et en fait, le bonheur, c'est toutes ces petites simple, choses, en fait, hein. les unes Basique. après les autres. C'est basique. J'aime Incroyable. votre mot de simplicité. Aimer, Ouais. quelque part, c'est simple. C'est ce qu'il y a de plus dur, le simple. Mais oui, Autre sujet d'émission. Alors par rapport à la simplicité, souvent on se rend compte qu'on est partagé par rapport à la finalité. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je vais rechercher? Qu'est-ce que je vais entretenir? Qu'est-ce qui va constituer l'essentiel de ma vie? En tout cas, qu'est-ce qui sera un petit peu comme un phare? Vous savez, le phare, c'est ce qui attire le regard. On sait la direction. Quel est mon port d'attache finalement? Et si j'ai cette boussole dans mon cœur, dans ma vie, à ce moment-là, les petits écarts, les aléas de la vie, les circonstances, ne seront pas importantes. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Je garde cette finalité. Voilà. Et cette simplicité, elle se décline. Là, vous parliez des musts de la vie. Je trouve ça très drôle parce que finalement, ce sont des bouts de rien. Ce sont des choses qui sont complètement simples, qui sont complètement basiques et qui étonnent. Je crois que la capacité aussi de s'étonner, on s'étonne de choses qu'on n'attend pas. Toi, moi, c'était ça. Ouais, voilà. Pas les exactement. Et en Sujet fait, on comprend la différence, on se comprend différent. Et que je pense que ce qui est très compliqué, et c'est ce qui se passe très souvent dans l'infidélité, c'est qu'il y en a un des deux qui ne se sent pas compris ou qui ne se sent plus compris, qui ne se sent plus entendu, qui ne se sent plus reconnu. Et de ce fait-là, ou alors qu'on veut transformer en une personne qu'il n'est pas. Et en fait, petit à petit, il y a un espèce de petit virage qui se prend, qui est souvent assez ténu, qui prend un peu de temps, malheureusement. Et puis le couple, petit à petit, commence à se laisse un petit peu glisser, sans forcément s'en rendre compte. Et puis, quand je décrypte avec ceux qui trompent, en fait, comment ça se passe, c'est un petit bout après l'autre. Ça commence par trop. C'est intéressant ce que vous avez dit. Il veut que je sois, ou elle veut que je sois, parce que je pense que c'est kiff-kiff, différent ou différente de ce que je suis. Ça, c'est quelque chose qui est l'un et l'autre. Alors, ça induit. Oui, parce que ça induit la notion de liberté. À partir de quel moment vais-je tromper, ou à partir de quel moment mon conjoint va se sentir trompé. Voilà. Et donc, quelle est la sphère de liberté que j'ai? Parce que vous avez des sensibilités plus ou moins susceptibles, vous avez des personnes qui... Voilà, quelle est la liberté? Si nous sommes d'accord sur l'essentiel, être invité par mon meilleur pote, mon meilleur ami, ça pose pas de problème. Si j'y vais avec une intention qui est pas bonne, et si jamais mon ménage bat de l'aile parce que finalement on n'est plus d'accord sur l'essentiel, ou que je n'ai plus de liberté, à ce moment-là je me dis de toute façon, quoi que pense finalement mon conjoint, je vais faire ce que je veux, je veux mener ma vie. Voilà. Alors on a tous soif de liberté quand exactement. Même, donc est-ce que la liberté c'est l'indépendance? Est-ce que cette indépendance c'est forcément tromper? Il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. Exactement. Et puis je pense que c'est important aussi dans les couples de se mettre des gyrophares. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui peuvent être plus dangereux que d'autres. D'abord, tomber amoureux, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Ça arrive comme ça. C'est une histoire chimique, quelque part. Et de ce fait-là, il peut arriver dans des vies de couple que l'un des deux tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Et là, c'est là où ces gyrophares sont importants. Ça arrive à tous les couples, en vrai, Raphaël? Au moins une fois dans la vie, je pense. Moi, je pense, une fois dans la vie, bien sûr que ça arrive. Je pense qu'il ne faut pas s'en sentir coupable. D'accord. Intéressant ça, attention. Pas se sentir coupable, les amis. On ne choisit pas. Par contre, maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Aller le dire à son conjoint, est-ce que c'est forcément la bonne idée? Ça, c'est à chacun d'en juger. Maintenant, c'est qu'est-ce que je vais en faire de ça? Et si c'est pour cette personne dont je sens qu'il y a une espèce d'alchimie qui se crée, est-ce que quand elle va me proposer d'aller dîner avec elle seule, est-ce que j'y vais? Voilà, les questions, elles sont là. Là, question de prudence, là. Là, c'est la prudence qui a... C'est les questions de prudence dans l'agir. Et la prudence, c'est cette vertu qui fait qu'on va choisir les moyens en fonction d'une fin. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux pour mon couple? Est-ce que je veux continuer à construire? Est-ce que j'accepte de manière plus ou moins coupable, par défi, par vexation? Est-ce que je vais accepter, évidemment, cette possibilité de dévier un petit peu par rapport à l'objectif?
Voilà. Donc c'est une question de prudence. Est-ce que aussi j'ai à l'esprit cette promesse? Parce que finalement le mariage, c'est ça, c'est un engagement, l'air de rien. Je me donne, oui, je le veux, voilà, je veux me donner à toi. Et cette promesse, est-ce que je veux en vivre? Est-ce que je veux jouer avec le feu? C'est toujours un petit peu la même chose. C'est agréable de jouer avec le feu pour certains. Oui. Pour certains, pas du tout, mais pour d'autres, oui. C'est le problème de la liberté, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Parce que est-ce qu'on contrôle, ça je sais pas ça, est-ce qu'on peut contrôler complètement les sentiments de l'amour? Est-ce qu'on n'est pas parfois un peu dépassé complètement par cette réalité? On ne choisit pas d'être amoureux, ce qui est différent d'aimer. On tombe amoureux, c'est vous l'avez dit. Et d'ailleurs, on tombe en amour, comme ils disent au Québec. Ouais. Alors que aimer, c'est un choix. Donc on n'est pas tout à fait sur le même registre, mais maintenant si par exemple j'ai un collègue de bureau avec qui on s'entend bien, on rigole bien tous les deux, et puis il me dit tiens, ou elle me dit si je suis un homme, allez, si on allait boire un pot ensemble, là attention quoi, be careful. Attention, parce que si j'y vais, je peux prendre un risque, alors j'y vais. Bien sûr, ça peut être en tout bien tout honneur, évidemment. Mais la fois d'après, ma femme ou mon mari a été particulièrement pénible le matin, ou arrête pas de me harceler en disant qu'est-ce que tu fous, t'es encore au bureau, j'en ai ras-le-bol, je m'occupe des gosses tout seul ou toute seule. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de l'orchestre du Roi Soleil. Voilà. La transition, Jean-Baptiste Lully, si vous le permettez, interprété par le Concert des Nations. À tout de suite. Merci Jean-Baptiste Lully sur Radio Notre-Dame et RCF. À l'heure où nous nous posons cette question, à quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage? En tout cas, non seulement elle menace, mais une fois qu'elle est apparue, ça fait mal, ça fait toujours mal, ça laisse une blessure, mais il est possible de se relever, de se remettre à cheval. Raphaël Defoucault est avec nous, thérapeute sexologue, praticienne en psychologie positive, qui est l'auteur notamment du Cahier du couple et du petit jeu de minutes de bonheur en couple, un ensemble, un jeu de cartes de questions pour se poser dans le canapé et se regarder pas le blanc des yeux, mais dans les yeux. Pardon, j'allais dire une bêtise. Vous qui êtes lauréate, on peut le préciser quand même, Raphaël, lauréate du prix des couples qui a été organisé, le prix des couples par le Fonds du bien commun, reprécisons-le, l'abbé de la Motte, curé dans le diocèse de Versailles, qui accompagne énormément justement de couples en service à prévention, si je puis dire, dans le cadre de la confession et du suivi de l'accompagnement spirituel et puis aussi de la préparation. De la préparation et aussi dans le cadre des couples qui marchent bien. Parce que souvent, on imagine que l'intervention du tiers n'existe que quand ça ne va pas. Ouais. Et on se rend compte que souvent, quand on appelle un tiers, et en l'occurrence le prêtre, c'est déjà bien trop tard. Parce que les choses sont déjà mal parties. Vous voyez. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les conditions pour qu'un couple marche, il faut demander au Seigneur cette connaissance profonde de soi-même, avoir une véritable humilité et de connaître un petit peu ses limites. On parlait tout à l'heure des rencontres, des invitations qu'on peut avoir et de la liberté. On est véritablement libre que si on se connaît soi-même avec toutes ses potentialités, parce qu'il faut savoir en utiliser, en user, mais aussi un petit peu toutes ses limites. Et finalement, ce qu'on doit redouter, c'est de perdre les pédales, de plus savoir où on en est, et d'avoir une perte de repère, et qui finalement dénoterait une certaine fragilité, et puis qui serait peut-être difficile après à surmonter. Ouais. C'est vrai que c'est déjà pas mal d'arriver à... C'est énorme. Et puis je trouve que, d'abord, je suis complètement d'accord avec vous, Père, l'importance de se connaître et l'importance justement de l'humilité. Ça, je trouve qu'il y a les travaux d'une psychologue américaine qui s'appelle Brené Brown et qui travaille ce sujet-là. Et franchement, pour moi, c'est vraiment un de mes mentors. C'est extraordinaire ce qu'elle peut travailler là-dessus et expliquer combien être imparfait est une force. Et ça, j'en suis profondément convaincue. Et que quand un couple vit un moment de tension, un moment de difficulté, vivez ça, à tous les couples qui nous écoutent, vivez ça comme une opportunité pour mieux se connaître, une opportunité pour mieux connaître son conjoint et une opportunité pour faire grandir votre relation. Et non pas la tentation de l'échapper, enfin si je puis dire, ou de jouer avec le feu. Soit dans l'enfermement, soit au contraire en faisant n'importe quoi. Et attaquer l'autre en le rendant 100% responsable de ses problématiques et de la difficulté de la relation. On la connaît celle-là. Voilà, n'oublions pas que dans une relation on est deux et que
que justement, en parlant de liberté, chacun est responsable de 50% de la relation. Voilà. Donc, et ça veut dans dire la que- différence, ouais. c'est-à-dire que dans chaque ménage, dans chaque couple, heureusement, il y a cette différence, et cette différence qu'il faut assumer. Cette différence qui fait que finalement, on pourra recevoir de l'autre. Et si on a du mal à gérer ces différences, on risquerait finalement de perdre pied. Parce que finalement, est-ce que je suis capable de garder le contrôle un petit peu de ce que je veux, ultimement, de la construction de mon ménage. Quand je vois des personnes qui ont des qualités qui sont supérieures, par exemple, à mon épouse ou à mon époux, est-ce que finalement je suis capable de les assumer, de les laisser à leur véritable place, de ne pas se les approprier. Oui, je crois que c'est ça qui fait partie aussi de la réflexion. Ouais. Bah écoutez, disons que je reste quoi Une fois que c'est fait, effectivement, une fois que l'infidélité est là, se présente, ça y est, la porte est ouverte, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on fait d'un côté et de l'autre? C'est-à-dire la personne qui a été infidèle et puis surtout celle qui... Enfin, surtout, non, enfin, et celle qui a été victime d'un mari ou d'une femme infidèle. Moi, je trouve que la question est très importante. La première chose, moi, ce que je conseille à tous les couples qui vivent ces moments-là, c'est de se faire accompagner. Parce que c'est assez difficile d'arriver à s'en sortir Juste tout Raphaël, seul. il faudrait qu'on se fasse tous accompagner. En fait, si je comprends bien, vous disiez qu'il y avait des gens, des couples qui allaient très bien, qui venaient vous voir, par exemple, qui venaient voir un prêtre. En fait, il faudrait tous se faire accompagner dès le début. Mais oui, parce On ne que peut pas rester bien sûr. seul, Mais en oui, fait. et le pape François le recommande cela en disant qu'il faut service après-vente, c'est-à-dire que finalement il y a un accompagnement. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un regard extérieur. Et donc une garantie d'objectivité, parce que je précise que dans la moralité de nos actes, de ce que nous faisons chaque jour, eh bien, il y a cette référence forcément au bien ou au mal. C'est pas indifférent. Et donc, quand je prends le risque d'être infidèle, objectivement, ce pourrait être répréhensible, cela. C'est pas indifférent, c'est pas neutre. Et donc, je dois me positionner par rapport à cela. Et le regard d'un autre, eh bien, permet justement une certaine objectivité et puis permet de recevoir des conseils par rapport à nos propres fragilités. Le fait de rencontrer une personne aussi, donc un accompagnateur spirituel, mais aussi en même temps, voilà, une personne de confiance. Je pense à un bon ami, une bonne amie. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non. Mais à qui on peut se confier, en qui on peut avoir confiance. C'est délicat, mais ça permet d'avoir un regard extérieur et surtout ça permet pour la personne concernée de verbaliser. Voilà. Verbaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais manifester extérieurement et mettre un mot, désigner ce que je suis capable de faire. Du coup, je vous ai coupé, pardonnez-moi. Non, mais complètement, mais je partage et c'est ce que je dis beaucoup. Il faudrait un accompagnateur pour chaque couple, que c'est un thérapeute, un prêtre, peu importe, en fonction de ses croyances et de ce qu'on vit. Moi, il y a des couples que j'accompagne depuis plus de 10 ans. Et du coup, c'est extraordinaire parce qu'on se voit peut-être 1-2 fois par an. Et en fait, ils viennent poser des questions sur avoir des confirmations par rapport à leur... Et en fait, ça embraye un dialogue dans le couple même. Ah ben tiens, ça, on va aller en parler avec Raphaël la prochaine fois. Mais c'est quoi ton point de vue? Voilà le mien. Et du coup, c'est extrêmement riche. Et ça, c'est vraiment important de se dire, je reviens à ce que j'ai tout à l'heure, le couple, l'importance d'en prendre soin. Quelle que soit la forme, on peut faire, il y a aujourd'hui pas mal de parcours qui sont proposés aussi. Il y a le jeu 2 minutes de bonheur, j'ai un parcours pour les couples qui s'appelle Un temps pour deux aussi, où il y a un rendez-vous par mois pour se retrouver. C'est hyper, hyper important. Faut-il tout dire? Faut-il tout dire? Excellente Alors ça, question. je peux vous assurer que c'est une question. Alors ça remplit Marie-Claire et compagnie, boum, depuis des lustres. Ça continue de cartonner, mais on n'a jamais la réponse. En fait, on n'a jamais la réponse. Ma réponse, c'est ce que je vais dire, est-ce que ça va faire grandir notre relation ou non? Moi, la question, je la pose là. Il faut raconter, et pour celui qui est infidèle, il faut raconter avec cette intention-là de ne pas blesser l'autre, forcément. Enfin, on imagine que mais c'est ça. sans entrer dans le mensonge. Parce que quand on a une vie de couple, facile, hein. on partage, et forcément il y a des zones d'ombre. Et donc voilà, est-ce que je peux rester vrai? Est-ce que je suis vraiment sincère? Alors attention, je ne dis pas qu'il est nécessaire de tout dire. Tous les détails, merci. Absolument pas. Et puis ça peut briser un couple parce que ça brise, nous disions tout à l'heure, la confiance. Et la confiance, il faut la reconquérir. Après, c'est difficile, ça demande du temps. Mais
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a cette exigence du vrai, cette exigence aussi de construire, de la promesse aussi, au moment de l'engagement, parce que c'est quand même un engagement, le mariage. Et puis, il me semble aussi qu'il faut préciser que les chutes ou les tentations de chute ne sont pas nécessairement à considérer comme mauvaises pour le couple. C'est-à-dire parce que toute chute donne l'occasion de rédemption, de se racheter, de réfléchir, de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de réfléchir. C'est l'essence même des béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui souffrent. Voilà. On peut se dire aussi, il m'a trompé ou elle m'a trompé une fois, qui nous dit qu'elle va pas ou il va pas recommencer. Mais bien sûr, mais ça peut être l'occasion aussi de se dire, voilà, je suis tombée, mais maintenant je vais faire attention et je vais reconstruire quelque chose en faisant attention. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là d'ailleurs, etc. Je trouve qu'il y a plusieurs étapes, en tous les cas, moi, dans les accompagnements, quand j'accompagne des couples en infidélité, la première chose, c'est aller accueillir ce que chacun est en train de vivre. Donc, il y en a celui qui a été trompé, c'est cette perte de confiance qui est immense. Mais vous lui demandez quoi ? C'est qu'il raconte, qu'il exprime, qu'il dise ce que ça lui fait, comment il le ressent, comment il le vit. Et celui qui a trompé, lui, il est envahi d'une immense culpabilité. Parce qu'il se rend compte qu'il a blessé son conjoint et que c'est très très difficile à vivre aussi. Donc, c'est accueillir ça en premier. La deuxième chose, que moi je travaille avec le couple, c'est vous avez envie de faire quoi de ça ? Est-ce que vous avez envie de vous en sortir ? Est-ce que vous avez envie de faire grandir votre couple et puis de travailler et pour voir comment vous allez vous en sortir ? Et c'est là où moi je mets un bémol et je leur dis, surtout, celui qui a trompé, n'allez pas poser des questions où, quand, comment. Parce qu'il n'y a pas pire que d'entendre des détails sur quand ça s'est passé, comment ça s'est passé. Parce et que puis, ça blesse dans quel hôtel, dans quel truc. Ça blesse inévitablement. Et en fait, on vient agrandir la plaie. Il y a déjà une plaie énorme là, on vient, mais là, c'est vraiment très très violent. Et de ce fait-là, c'est comprendre que chacun comprenne la blessure qu'il a en lui à la suite de cet acte qui s'est passé. Et cet acte, je vous dis, c'est pas forcément physique. J'ai vu des couples qui vivaient mais des sensations d'infidélité pour pas grand-chose, enfin, pas grand-chose. Pour d'autres, pas grand-chose. Un SMS glané dans un téléphone. Et après ça, la tentation, puisqu'on a perdu la confiance, c'est d'aller chercher. Donc on passe son temps à aller fouiller, à aller regarder les comptes en banque, à aller fouiller dans les téléphones. C'est courant, Raphaël, ça, c'est courant. Tout le temps. Et ça, je le dis bien, ne pas faire. Il faut redonner, si le couple désire de continuer à travailler, à vivre ensemble et de continuer à grandir ensemble, c'est véritablement de se dire, allez, ok, je te redonne ma confiance, même si je sais qu'elle va se reconstruire petit à petit. Mais quand la tentation est là d'aller chercher, ne pas le faire et le dire à l'autre, là, j'ai besoin que tu m'envoies un SMS pour me dire où tu es parce que j'ai besoin d'être rassurée. C'est vrai qu'il y a aussi une question de peut-être, alors ça c'est une question que je vous pose à tous les deux, de tempérament. Il y a des personnes qui ont besoin de se mettre en danger. Est-ce que j'ai raison ou pas de la mettre ? Il s'agit dans ce cas-là de se mettre en danger, il s'agit dans ce cas-là d'éprouver sa vertu. Mais il me semble que se mettre en danger dénote une blessure plus ou moins cachée. C'est-à-dire que est-ce que on accepte de manière anodine le risque ? Voilà. Surtout dans le domaine si délicat de l'amour. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, et voilà, je crois que la question véritablement qu'il faut se poser, c'est est-ce que est-ce que c'est bien d'accepter le risque ? Alors vous savez que pour le prêtre que je suis, accepter, se mettre dans l'occasion de pécher, c'est déjà pécher. Ça, c'est intéressant comme notion. Il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. Se mettre dans l'occasion de pécher, c'est déjà péché. C'est-à-dire que si je me mets dans une situation où je sais que de manière quasiment immanquable, je vais pécher, si je me mets dans le grave péril de pécher à ce moment-là, c'est déjà péché. C'est tout le problème de l'action, mais auparavant de
l'intention. Sans être puritain, enfin, sans être complètement parano non plus, sans être complètement affolé du monde, enfin, de tout ce qui peut nous arriver dans toutes nos vies, et en même temps, raison gardée, c'est-à-dire une prudence toujours. C'est ça que vous voulez dire, en fait. C'est toujours la prudence. Toujours la prudence rationnelle. Maintenant, moi, ce que j'ai observé plusieurs fois, c'est de temps en temps, on peut avoir un relationnel. Certaines personnes ont un relationnel basé sur la séduction. Ouais. C'est-à-dire c'est vrai. En fait, une question de tempérament. Je pense que c'est une sorte de construction de la personne. En tout cas, voilà, peut-être. Oui. Et de ce fait-là, comme le fait d'être dans la séduction, au bureau, on va dire, tiens, sympa tes boucles d'oreilles. Bon, si je parle d'un homme, je te trouve hyper sexy aujourd'hui. Enfin, des petites choses, et puis qui vont mettre un peu le verre dans le fruit malgré tout. Et en fait, tout le travail que je fais avec ces personnes que j'accompagne dans ces cas-là, c'est aller les faire réfléchir sur où est cette ligne rouge. Dire à une femme, t'as des jolies boucles d'oreilles ou t'es très sexy aujourd'hui, est-ce des mots appropriés dans une relation de bureau? Et la personne, sur le moment, elle n'y voit pas de mal. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout l'intention de tromper sa femme, pas du tout l'intention de draguer non plus, mais c'est simplement ce mode de construction qui est comme ça. Et du coup, c'est travailler avec ces personnes-là en disant, voilà, où est-ce qu'est votre ligne rouge? Comment faire pour ne pas la transgresser? Pour la personne concernée, tout à fait d'accord, mais aussi, il faut toujours tenir compte de la personne qu'on a en face de nous. Parce que c'est limite. Évidemment, quelqu'un qui est dans la séduction, et si vous avez une personne en face de vous qui mord à l'hameçon et puis qui accepte de jouer ce jeu, eh bien c'est d'autant plus dangereux. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vit pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte aussi de la réalité, il faut tenir compte aussi des circonstances, il faut tenir compte aussi des personnes qu'on a en face de nous, et puis tenir compte aussi de la fragilité de ceux qui sont en face de nous aussi. Alors absolument, parce qu'il peut y avoir d'autres cas où l'un des deux a des blessures, on en parlait un petit peu tout à l'heure, je pense par exemple à la blessure d'abandon, la blessure de rejet, et que du coup, dès que l'autre est loin, c'est juste une angoisse épouvantable et qui fait que... Loin égale il peut me tromper. Exactement. Voilà. Et du coup, une jalousie qui est... Parce que être jaloux en soi, c'est pareil, c'est comme tomber amoureux, c'est une émotion, c'est un sentiment. Donc il est là, on ne le choisit pas. Mais c'est ce que j'en fais qui va poser problème. Si ma jalousie, elle est au service de harceler mon conjoint ou mon mari ou peu importe, de le harceler pour savoir où est-ce qu'il est, avec qui il est, non mais je suis sûre que tu me trompes, là, ça va abîmer la relation. Maintenant, vivre cette jalousie, savoir en parler avec des mots en disant, tu sais, je suis insécure, je me sens pas très à l'aise. Bon là, il faut déjà avoir un degré de conscience de soi-même important, parce que celui qui est profondément dans la blessure d'abandon, c'est difficile de faire tous ces passages-là. Mais du coup, ce sont des personnes qui très souvent torpillent leur relation. Et c'est précisément le drame, je dirais, de toute âme, de tout homme, et bien de toute âme humaine, c'est que nous avons tous soif de bonheur. Et donc, finalement, en recherchant le bonheur, en réfléchissant à ce qui peut nous rendre heureux, à nous assouvir, et finalement, il n'y a pas de limite à cela. Alors, dans la recherche du bonheur, il n'y a pas de limite. Et donc, finalement, c'est assez risqué, finalement, de vivre. C'est hyper dangereux de vivre en fait. Bon, j'y retourne. Je ne sais pas vous d'ailleurs, mais bon. Mais nous savons que nous avons finalement cette ressemblance avec le Seigneur. Et le Seigneur, il nous aime selon des règles. Il y a des règles à l'amour. Et le don de soi, le don gratuit. Il y a des balises, la prudence, il y a des balises. Voilà. Aimer, c'est pas cette capacité de faire n'importe quoi. Et c'est pas subir à 100%. La complexité aujourd'hui, c'est que les croyances, elles ont la dent dure. On en parle juste après, Jean Ferrat, si vous permettez. Absolument. Les croyances ont la dent dure, je retiens. Que serais-je sans toi, évidemment, hommage à l'amour qui dure. Si on en a la possibilité, la capacité, point d'interrogation, en tout cas la volonté, à tout de suite. Et voilà pour Jean Ferrat, Raphaël de Foucault, l'abbé de la Motte sont ici présents dans ce studio sur RCF et Radio Notre-Dame. À quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage? Revenons à nos moutons, l'abbé de la Motte, vous avez raison. Et c'est vrai que moi je vous disais, on se parlait il y a quelques instants en écoutant distraitement Jean Ferrat, c'est vrai que
alors vous disiez, Raphaël, les croyances, on la vie dure, on la dent dure contre les imprévus de la vie. Mais en fait, c'est vrai que quand on se marie, ça peut être une espèce de pétition de principe de se dire, voilà, on se marie, donc forcément, on se jure fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est peinard. En fait, c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple que ça. Justement, cette croyance de dire, on est marié ou on décide de vivre ensemble, mais souvent on est marié. C'est un processus qui a pris du temps. Il a fallu se décider, demander l'autre en mariage. Ce qui aujourd'hui, ce sont des choses qui sont importantes. En tous les cas, les jeunes couples, ils prêtent énormément d'attention, ils préparent leur mariage, et puis là, tout d'un coup, c'est comme si c'était le passeport pour la vie. Ouais. Justement, non. Mais ça marche pas comme ça. Non. Parce que ce passeport... Vous êtes d'accord de la mode. Cette donation, cette promesse est à rééditer chaque jour. Et toute vie de couple a des hauts et des bas. Et on peut construire cette fidélité à travers le pardon, à travers ces réconciliations. Et pour se pardonner mutuellement, pour pouvoir recevoir un pardon ou l'offrir tout simplement, eh bien, il y a des règles, même chose. C'est tout un état d'esprit. Et le pardon nous permettra justement de repartir et puis de rester en adéquation avec finalement cette soif de bonheur. Voilà. Alors, la menace, pour repartir, pour revenir sur la menace, je trouve que c'est très important de ne pas vivre dans la crainte. Parce que la crainte, on dit bien, elle est mauvaise conseillère. Ouais. Cependant, la crainte inclut, d'une certaine manière, la connaissance de nos propres fragilités. Voilà. Et donc, ces fragilités, il faut en tenir compte. Les nôtres, personnelles en particulier, mais aussi tenir compte de celle du conjoint. Parce que la dernière fois, j'ai parfois de la mémoire. Je me surprends moi-même. On m'appelle Denis, mais quand même. Vous disiez que, par exemple, il y a énormément de personnes... Enfin, de temps en temps, ça arrive que des personnes se laissent un peu aller avec les années. Une fois que le mariage a été scellé, boum, on est peinard, on ne fait plus rien pour prendre soin de son couple, ni prendre soin de soi. Enfin, souvent, ça va ensemble, me disiez-vous. Faire de la mode, c'est un peu vrai, l'un et l'autre. Enfin, c'est plutôt Raphaël même qui pourrait répondre, mais... prendre soin de soi, c'est tenir compte de ce que nous sommes. Ouais. Et donc, d'être vraiment en vérité avec l'autre. Ouais, Raphaël. Moi, je reprendrais l'analogie, ou en tous les cas l'image avec le passeport. Un passeport, une fois qu'on l'a en main, on le met pas dans la poche pour la vie. On le ressort régulièrement. On part voyager, on y met des tampons. Ouais. Des tampons, justement. Moi, j'insiste beaucoup sur se rappeler et se redire à longueur de temps des choses positives à l'intérieur du couple. Il y a un ratio avec lequel je travaille beaucoup. Je l'appelle le compte en manque affectif. On a besoin d'un ratio de 5:1. 5 paroles positives, gestes positifs, tendresse, caresse, on y met par jour, tout ce qu'on fait, versus une négative. Donc, si je passe mes journées en disant et je dis... Il se moque de moi, je dis par an, 5 par an, quoi. Non. C'est un ratio... Je suis pas près de maille, et moi. C'est hyper important. Et avec tous ces actes positifs, ces gestes positifs, ces paroles valorisantes, on met des tampons dans son passeport. Ouais. Et de temps en temps, il est bon de le regarder, le passeport, et dire « Waouh, ce qu'on a fait ensemble, c'était trop génial. Non, mais j'ai adoré quand tu m'as dit « Je t'ai trouvé belle ce soir. » Et tu te rappelles notre balade tous les deux main dans la main, j'ai adoré ce moment qu'on a pris ensemble, c'était tellement génial. Ça, c'est super, super important. C'est comme ça qu'on solidifie le couple. Et du coup, on met de côté cette crainte qu'on peut avoir de dire « Et si tu me trompais ?» Moi, c'est vraiment un sujet, d'ailleurs, justement, petite anecdote dans la création du jeu. Je voulais parler de ce sujet de l'infidélité. Et du coup, dans les 7 versions que j'ai fait avant de sortir la version finale, il y avait toujours une question sur l'infidélité. Dans toutes les bêta-testeurs que j'ai fait, en fait, tout le monde s'engueulait sur cette question de l'infidélité. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre... C'était quoi la question ? C'était... à partir de quand tu penses que je commencerai à être infidèle ? En fait, personne n'est d'accord. Dans un couple, tout le monde s'engueule sur ce sujet-là. C'est le serpent, direct, qui sort de la boîte. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de travailler la fidélité. On en a parlé un peu tout à l'heure en début de l'émission. C'est travailler, c'est quoi pour moi être fidèle à toi ? Et là, ça va induire des actes positifs. Là, ça va induire des choses qui sont bonnes, qui font du bien au couple et qui le font grandir. Parce que le but, c'est de faire grandir la relation. Ouais, alors, pour grandir dans cette relation, je rebondis sur ce que vous dites,
il y a quand même un interlocuteur, une réalité, c'est la réalité de l'enfant. Et on se pose souvent la question du curseur. À partir de quel moment tel acte, telle invitation peut être considéré ou non comme une infidélité. Oui, absolument. Mais il me semble intéressant de porter le regard sur l'enfant. Comment est-ce que l'enfant du couple va regarder telle ou telle attitude du parent, de son père, de son papa ou de sa maman. Ouais. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'enfant, il aura une idée toute belle, toute simple, un petit peu comme un absolu de la fidélité. Et je pense que le regard porté par les parents sur leurs enfants eh bien, peut aider justement à bien placer le curseur. Ouais. La place de l'enfant. Parce que finalement, quand il y a infidélité, l'enfant forcément est au courant un jour ou l'autre. L'enfant sera au courant et ça sera peut-être le premier à en souffrir. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais... Oui, enfin, en tous les cas, moi, ce que je préconise quand j'accompagne des couples, c'est que mettre les enfants le plus à l'écart possible de ce qui se passe et ce qui s'est passé. La fracture qu'il y a eu concerne le couple conjugal, mais elle ne concerne pas le couple parental. Le couple parental, il est là en charge des enfants. De toute façon, il existera toujours. À partir du moment où on a des enfants en commun, ce couple parental existera toujours. Là, l'infidélité, elle est au niveau du couple conjugal. Quant aux causes, mais forcément, ces infidélités auront des conséquences sur les comportements. Et ces infidélités, alors, qu'est-ce qu'on en fait avec les enfants ? Ça peut servir de, me semble-t-il, de révélateur. Un petit peu, ça peut obliger, pour rebondir ce que vous dites, ça peut obliger les parents à se prendre en charge, à être plus responsables et à gérer les choses, bien sûr, toujours entre eux, parce qu'on ne doit pas mêler les enfants à cela. Mais je pense que l'attitude de l'enfant pourrait être un petit peu révélatrice d'une situation qui n'est pas bonne. Parce que le problème de l'infidélité, c'est le problème aussi de l'individualisme. On l'entend ça souvent. Moi, je veux vivre ma vie, j'en ai assez de me sentir lié. Je sens je vis le mariage un petit peu comme une prison. On l'entend, cet argument. Je gagne ma vie, donc je peux dépenser comme je veux, etc. Et ce sont des petites entailles finalement à ce partage, à cette découverte de l'autre, et qui peuvent justement être imperceptibles au départ. En tout cas, ce que je veux dire, c'est simplement que l'attitude de l'enfant ou le souhait de l'enfant peut aider le ménage justement à réaliser qu'ils sont dans une posture d'infidélité. Moi, j'ai encore deux grandes questions. Oui, Raphaël. Je trouve que l'arrivée de l'enfant, justement, il vient beaucoup bousculer le couple. Ils deviennent parents, l'un et l'autre. Donc, il y a une nouvelle dimension d'eux-mêmes qui naît avec la paternité et la maternité. Et là, c'est aussi très important qu'à ce moment-là, le couple, c'est-à-dire l'homme et la femme, continue aussi d'exister. Parce que très souvent... C'est pas simple, ça fait l'objet d'une émission, ça, évidemment. Oui, très souvent, il devient absent. Et du coup, finalement, c'est un père et une mère qui habitent ensemble. Mais où sont les amants ? Où est ce couple ? Où est la fantaisie dont a besoin le couple ? Où est tout ça ? Et bien là, c'est complètement tu. Ça n'existe plus. Ça, c'est la porte ouverte à l'infidélité. Là, c'est la porte ouverte à des glissements qui peuvent tout cas, amener à des moments d'infidélité. Vous parliez tout à l'heure de « on prend moins soin de soi ». Moi, je pense que c'est excessivement important qu'on soit homme ou femme, qu'on reste séduisant pour son conjoint. Que tous les jours, quand on s'habille, on se dit « mais j'ai envie de lui plaire, j'ai envie d'être sexy pour lui ou pour elle ». C'est super important, ça. Et le couple fait partie de la fécondité. C'est-à-dire que, et on a un outil dans l'Église pour garantir justement cette vie de couple. C'est à travers les équipes Notre-Dame que j'ai pu découvrir, où il y a ce fameux devoir de s'asseoir. Oui, le fameux devoir de s'asseoir, vieux comme la pluie. Mais et qui finalement fait qu'on est capable de se recueillir sous le regard du Seigneur, de manière régulière, toujours pour, même quand il y a la venue d'enfants, eh bien de protéger et puis d'entretenir cette vie de couple. Donc on se met sous le regard du Seigneur. Et puis, ce qui est convenu aussi, c'est que chacun puisse s'exprimer sous le regard du Seigneur, avec beaucoup de délicatesse, mais sans avoir la crainte aussi d'être interrompu dans ce développement des choses qui vont pas, etc. Et donc ça implique cette notion de respect. Voilà. On peut dire les choses de manière gratuite, de manière simple, et puis ça oblige le conjoint à écouter.
Alors moi, j'ai une Dire les choses sans reproche. Et sans reproche. Sans reproche. Ouais. Et c'est ça. Sans connotation. Ça en fait des émissions qui a de sens, mon Dieu. Alors voilà, deux grosses questions. Hein. Je suis désolée, je vais poser la plus importante parce que tout le monde se la pose depuis le début de l'émission. Évidemment, quand on voit l'intitulé, à quel moment l'infidélité menace-t-elle le mariage, la demande en nullité, c'est ça, je me trompe pas. Hein. Oui. Est-ce que ça peut faire l'objet d'une demande l'infidélité ou pas? Pardon, je voulais vous le demander dès le début, mais voilà, c'est maintenant. Alors, l'infidélité sera la conséquence finalement d'un non-respect d'un des piliers du mariage, la liberté, l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité. Ouais. Et donc, une personne qui est infidèle, qui ne respecte pas ce pilier, eh bien, sera légitime pour demander une nullité. Mais attention, la nullité n'est simplement que la déclaration de ce que ce pilier, la compréhension de ce pilier de la fidélité n'existait pas dès le début du mariage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que finalement, la nullité, ça n'est pas une forme de divorce chrétien. D'accord. Une déclaration de nullité implique que on reconnaisse que l'un des conjoints n'était pas d'accord sur la fidélité, ne voulait pas tenir la fidélité dès le début du mariage. Ouais. Donc ça voulait dire qu'il aurait fallu dès le début lui poser la question. Enfin, je fais exprès de me moquer un peu, mais c'est ça. Mais c'est quand même délicat, hein, cette histoire. Oui, mais j'ai presque envie de vous dire que avant de faire une demande en nullité, le jeu envoie la chandelle. Ouais. Ces épreuves de l'infidélité doivent être toujours l'occasion d'une reconstruction et d'une discussion. Raphaël est d'accord ? Oui, complètement. Moi, ce que je dis souvent, alors j'adore utiliser des images, je dis c'est un peu comme une plaie. Une plaie, si on ne la soigne pas, elle va s'infecter, se gangréner, et dès qu'on va la toucher, on va sauter en l'air. D'accord. L'idée, c'est prendre soin de cette douleur, la nettoyer, la penser, en prendre soin. Et en profiter pour grandir. Exactement. Pour affermir. Exactement. Et après ça, on va recoudre quand tout va être bien nettoyé. Ça va cicatriser. Il restera toujours une cicatrice visible. La blessure est passée par là, mais c'est visible. On peut toucher dessus. Ça ne fera plus mal. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est très important de faire tout ce chemin-là. Il prendra du temps, il prend du temps, mais par contre, combien il est nécessaire. Et moi, j'ai envie de terminer avec une note assez positive en disant, mais combien de couples sont passés par l'infidélité et ont grandi, et aujourd'hui, je mets des guillemets, se félicitent d'être passés par là, parce que ça a fait terriblement grandir leur couple. Et aujourd'hui, ils vivent une vie de couple riche, et ils en prennent soin, et ils y font attention, parce qu'ils savent que ils ont pu chuter. Ouais. Alors, dernière question, quand on n'admire plus son ou sa femme ou son époux, c'est quand même là, pour le coup, revenir en arrière est possible ou pas ? Ne plus admirer. C'est très dur de plus admirer. C'est très dur, et puis c'est vraiment un constat d'échec, parce que ça met des limites finalement à la personne qui est en face de nous, que nous avons aimé, et c'est vraiment réduire toute la potentialité d'un homme, de changement, de renaître, et pour moi c'est vraiment l'échec par excellence, et je crois que non, faut pas l'accepter, cela. Mais ceci étant dit, moi je pose toujours la question, mais ça veut dire quoi ne plus aimer ? Plus admirer ou ne plus aimer ? Ou ne plus aimer, ça veut dire quoi ? Oui, c'est vrai que souvent c'est ce qu'on entend. Plus aimer, j'aime plus. J'aime plus, ça veut dire quoi ? C'est qu'on a changé de regard sur l'estime qu'on porte sur l'autre, sur les qualités qu'a l'autre. Concrètement, moi je dirais ça. Parce que aussi on peut se bourrer le mot, en se disant de toutes les manières il est comme ci, elle est comme ça, de toute façon ça j'aime pas, j'accepte plus, je suis plus d'accord. On oublie de regarder les bons côtés positifs de son conjoint, et du coup on se focalise juste sur ce qui ne va pas. Pas bien. Plutôt les 2 minutes de bonheur, le jeu à retrouver dans les bonnes librairies. Merci Raphaël Defoucault, vous qui êtes thérapeute sexologue, praticienne en psychologie positive et l'abbé de la mode curé à Versailles. Merci infiniment, et vous avez vu, rien n'est perdu. Alors aimez-vous les uns les autres évidemment. À bientôt les amis, merci, bonne soirée. Merci Marie-Ange. Merci Marie-Ange.